Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom. Un Zoom aujourd'hui pour évoquer l'industrie d'abattage des entreprises. Un mot fort utilisé par mon invité. Les défaillances d'entreprises sont-elles une fatalité? Pour en parler, je vous reçois, vous, Ernest Pardo. Bonjour. Ernest Pardo, vous êtes chef d'entreprise, expert en diagnostic d'entreprise et en dysfonctionnement judiciaire, un statut délivré par la Commission européenne. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Une somme, la supercherie judiciaire, dont nous avions déjà parlé dans un numéro de politique et économie. Nous allons aujourd'hui plutôt parler donc du côté entreprise. Ernest Pardo, 43 000 emplois sont menacés aujourd'hui par ce que l'on appelle les défaillances d'entreprise. Est-ce que vous pouvez commencer par nous définir cette notion? Parfait. Si vous permettez, je vais d'abord commencer par planter le décor, de manière générale. Et je vais vous dire qu'il existe un monde insoupçonné, un univers de mystère, peuplé d'initiés aux pratiques secrètes, qui opère dans la plus grande opacité. Dans ce microcosme énigmatique, inintelligible au vulgaire, des cols blancs et des robes noires célèbrent les signes kabbalistiques, leurs pratiques ésotériques qui leur assurent la fortune en s'engraissant du sucre des malheureux. Ces créatures diaboliques attirent leurs victimes au moyen d'illusions et de faux espoirs, les plongent dans les méandres de souterrains obscurs, inextricables, parsemés d'embûches et de pièges sournois, et les anéantissent sans aucun état d'âme. Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir, ou lisez ce livre, qui est tel un vieux grimoire, vous révélera les secrets qui vous permettront de conjurer les maléfices. Bienvenue dans le monde de la supercherie judiciaire. On croirait un petit peu une immersion dans une société secrète, mais vous êtes en train de nous parler de l'institution judiciaire française. Judiciaire, économique et financière. Parce que la criminalité en col blanc est associée à la criminalité en robe noire. L'une ne peut pas fonctionner sans l'autre. Il y a une communauté d'intérêts entre les deux. Alors, sur ces défaillances d'entreprise, Ernest Pardo. Alors, les défaillances d'entreprise commencent par ce qu'on appelle l'état de cessation de paiement. Mais qu'est-ce que c'est que l'état de cessation de paiement? C'est quand l'entreprise ne peut plus rembourser ses créanciers, n'est-ce pas? C'est ça. Mais ça, c'est une notion qui nécessite d'être approfondie. L'état de cessation de paiement, c'est lorsque l'entreprise ne peut plus faire face avec son actif disponible à son passif exigible. Or, cette notion de cessation de paiement, c'est une notion comptable, limitée au disponible, limitée à ce qu'il y a en caisse, à ce qu'il y a en banque. Mais une entreprise, ce n'est pas limité à une question de trésorerie. Ce n'est pas qu'une question de trésorerie. Une entreprise est constituée d'un tas d'autres éléments. Et si on évoque la comptabilité dans des très grandes lignes, on se rend compte que dans un bilan, il y a deux parties. Il y a un actif et il y a un passif. Et dans ces deux parties, il y a trois sections. Il y a les immobilisations, les capitaux permanents, les prêts à moyen terme, à long terme. Ensuite, il y a la seconde partie qui sont les cycles d'exploitation, avec les charges d'exploitation et les ressources d'exploitation. Et enfin, il y a les comptes de trésorerie, avec ce qui est disponible ou pas disponible en caisse ou en banque. Alors, limiter la perception de l'état de cessation de paiement uniquement à cette troisième partie et occulter les deux autres, ça me paraît très réducteur. Où est-ce que vous voulez en venir? Alors, je veux en venir au fait que lorsqu'une entreprise se déclare en cessation de paiement, on ne considère pas le passif exigé, on ne considère que le passif exigible à court terme, et on transforme le passif exigé, ça veut dire un remboursement de prêt sur 7 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, on le transforme par l'effet même de la mise sous procédure en passif exigible, de manière à grossir ses difficultés et à lui interdire de pouvoir poursuivre son activité. Voilà. Qui Il y a une perversion. Qui pousse comme ça? Les textes. C'est les juges, après, qui interprètent les textes? C'est les textes. Voilà. À partir du moment où vous déposez le bilan, à partir du moment où vous déclarez en cessation de paiement, eh bien, tout ce que vous devez, même si c'est un prêt remboursable sur 20 ans... Vous êtes placé en sauvegarde, en redressement ou en liquidation? Oui, mais tout ceci, ce sont des artifices. Parce que vous soyez en sauvegarde, que vous soyez en redressement judiciaire ou que vous soyez en liquidation judiciaire, il faut savoir que dans 98% des cas, vous serez liquidé.
Et toutes les procédures de mandataire ad hoc, toutes les procédures de conciliation, toutes les procédures qu'on peut appeler comme on veut, aboutissent toujours à cette finalité, vous liquidez. C'est la stratégie informelle, on y viendra dans quelques instants. Ernest Pardo, environ 5800 sociétés ont déposé le bilan au deuxième trimestre de cette année 2020, une baisse de 53 par rapport à l'an dernier au même moment. Comment vous expliquez cette baisse malgré les difficultés liées au confinement ? En fait, il n'y a aucune baisse. Les chiffres que vous m'évoquez ont été publiés par une étude d'Altares qui dit lui-même que ce sont des chiffres en trompe-l'œil. Étant donné que les tribunaux de commerce n'ont pas officié pendant 4 mois, il est évident qu'ils n'ont pas pu comptabiliser le dépôt de bilan. Il y a déjà un premier problème. Le second phénomène, c'est que les entreprises qui sont en difficulté, il faut tenir compte de leur durée de vie. Quel est le moment à partir duquel l'entreprise va être en difficulté ? Est-ce la première année ? La deuxième année ? La troisième ? La quatrième ? La cinquième ? On sait qu'au terme de 5 ans, 50% d'entreprises vont disparaître. Mais les 2 premières années, elles n'ont pas encore goûté à la supercherie économique et financière. Donc elles sont préservées. Alors il faut savoir dans ces chiffres, quelles sont les entreprises qui ont été visées par ces dépôts de bilan de 5300 entreprises, ou 5800 entreprises, et dans quel état se trouvaient. En création, en développement, en déclin, comment elles étaient. En plus, je voudrais rajouter quelque chose de plus. Quelque chose de plus. C'est que les entreprises en question, il faut tenir compte également de leur domaine d'activité, du parcours de l'entreprise, des moyens qu'elles avaient au départ ou qu'elles n'avaient pas, des obstacles qu'elles ont rencontrés, de toute une série de critères que l'étude occulte. On ne prend pas un chiffre brut, 5800 entreprises à la place de 15 000, pour en déduire une amélioration d'une situation. Ce n'est pas vrai. Pour vous, ces défaillances d'entreprise, Ernest Pardo, vous l'expliquez dans votre ouvrage, ce n'est pas le fruit d'une fatalité. Vous allez jusqu'à dire qu'elles sont scientifiquement organisées. À quand remonte cette organisation ? Qui sont les instigateurs de cette organisation ? Bien, j'ai déjà rappelé dans la précédente vidéo sur le politique économie numéro 241, j'ai déjà rappelé que la prédation et la production, ce sont les 2 activités humaines. Et qu'il vaut mieux prendre que de créer. Alors, tout le système va être articulé autour de cette prédation. Et cette prédation, alors, elle est multipliée, elle est renforcée par la fragilité. Elle est multipliée, elle est renforcée, on la provoque, tout ça est provoqué. Alors, elle est multipliée, renforcée, et vous me demandez qui sont les instigateurs. Provoqués par qui ? Je pense que Charles Gave, dans une des émissions, ici, il avait déjà souligné qu'à partir de 73-74, on a fait rentrer dans les administrations les technostructures politiques et administratives, les énarques, les polytechniciens, les élites, qui se sont installés en réalité comme fonctionnaires en nom propre. Et c'est à travers leurs fonctions qu'ils font leurs affaires. Bien. À cette perversion de la fonction publique, va venir s'ajouter ce qu'on appelle l'ultracrépidarianisme. L'ultracrépidarianisme. Qu'est-ce que c'est que l'ultracrépidarianisme ? C'est le fait d'inviter quelqu'un pour parler d'un sujet qu'il ignore complètement. On va demander à des ministres de l'emploi de nous parler de l'emploi alors qu'eux-mêmes n'ont jamais créé d'emploi et qui n'ont jamais été au chômage. On va inviter des ministres de l'industrie de nous parler de l'industrie, de nous parler d'entreprise alors qu'ils n'ont jamais créé d'entreprise. Alors il est évident que quand vous associez cet ultracrépidarianisme, donc cette incapacité à pouvoir s'exprimer sur un sujet, mais qu'on impose par la force d'opinion que l'on peut susciter, on va déboucher, et vous la rajoutez en plus, vous l'associez à cette démarche de faire des affaires, en utilisant son autorité, sa force d'opinion, eh bien on va aboutir à des décisions, on va aboutir à des textes qui sont complètement à côté de ce que l'on doit rechercher. Alors justement, on en parlait un petit peu tout à l'heure de cette stratégie informelle que vous êtes en train de dessiner les contours. Vous dites qu'elle a sa méthodologie, sa stratégie. Est-ce que vous
Vous pouvez nous donner un peu une définition de cette stratégie informelle? Alors, je vous donne une définition et vous donne aussi un exemple. Vous connaissez la série de Mission Impossible. Oui. Quand vous avez l'acteur qui rentre dans une cabine téléphonique avec un magnétophone dans lequel il prend ses instructions, on lui décrit sa mission, et puis on lui dit au terme de cette audition, la bande magnétique va se détruire, et si vous êtes pris, ou si l'un de votre équipe est pris, le département d'État va tout nier. On ne connaît rien du tout. C'est ça la stratégie informelle. Alors qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble d'actions coordonnées, d'opérations habiles, de manœuvres dégagées de tout formalisme, de toute structuration ou institution, en vue d'atteindre par tout moyen un but précis. Donc nous allons avoir affaire à des personnes. Mais elles sont quoi, ces personnes? Elles sont boulangers, elles sont plombiers, non, c'est des fonctionnaires? Ce sont les personnes d'autorité. D'accord. Ce sont des personnes d'autorité qui sont dans la partie économique et financière, dans la partie politique et dans la partie judiciaire. Puisque, rappelez-vous, je ne sais pas si vous vous souvenez, de ce casse-tête que j'avais en bois que j'avais présenté, dans lequel j'avais démontré que... Où tout s'imbrique. Tout s'imbrique. Il y a les plutocrates, les gens de pouvoir, qui ont l'argent, qui financent les hommes au pouvoir, qui sont des politiques, qui, à leur tour, vont désigner des hommes d'autorité pour couvrir les turpitudes des deux. Donc tout s'imbrique. Alors, et ça, des défaillances d'entreprises, Ernest Pardo, il y en a eu de tout temps. Donc en fait, quelle est la différence avec, je ne sais pas, ce qui se passait dans les années 50 et ce qui se passe aujourd'hui? Alors, effectivement, des défaillances d'entreprises, il y a eu de tout temps. Et il faudra donc, pour bien comprendre le phénomène, il y a deux aspects que j'aimerais développer. Le premier va remonter depuis que le monde est monde, depuis que l'homme est homme. Nous sommes passés par 5 étapes dans l'évolution des doctrines sociales. Nous sommes passés par 5 étapes. Nous sommes passés d'abord dans une économie, jusqu'au XIIIe siècle, dans une économie agraire où l'homme produisait pour vivre. Et était dominé par la notion de bien commun, qui est une notion théocratique, de bien commun et de juste prix. Et l'homme règle sa vie sur les lois de la nature. À partir du XIVe siècle, l'homme ne va plus produire pour vivre, il va produire pour gagner. Et on va donc substituer la notion de bien commun, on va lui substituer la notion d'intérêt général. Or, il y a une différence fondamentale entre le bien et l'intérêt. Et donc, c'est la période des grandes invasions, des grandes découvertes, par lesquelles l'homme va utiliser sa technique pour aller piller les conquistadors, les Péruviens, etc. Ensuite, on va passer à une troisième période qui va consister à gagner, mais cette fois-ci sans produire. Donc, vous voyez, on voulait produire pour vivre, produire pour gagner, et maintenant, on va gagner sans produire. Comment va-t-on s'y prendre? C'est la période de l'échange et de la prédation, celle du mercantilisme, avec les 3 formes de mercantilisme. Il y a le mercantilisme bubioniste, qui était espagnol et portugais. Il y a le mercantilisme maritime, qui était anglais, qui a dominé donc les mers. Et puis le mercantilisme manufacturier, qui était celui de la France, puisque au XVIIe siècle, c'est le premier grand magasin, Galeries Lafayette, est né à ce moment-là. Ensuite, on va changer encore de paradigme, et on va arriver à gagner sans échanger. Vous voyez? Donc, on gagne pour vivre, on produit pour gagner, on gagne sans produire, puis on gagne sans échanger. Et c'est la période du 19e siècle, du 20e siècle, où se pratique l'échange fictif ou abstrait. C'est-à-dire, c'est la période de la spéculation, sur fond de scandales politico-financiers, c'est la période contemporaine. Et enfin, on arrive aujourd'hui à ce que nous vivons. C'est d'ailleurs le livre que Bernard Tapie avait intitulé « Gagner ». Il faut gagner, et gagner par n'importe quel moyen. Et c'est là qu'on va découvrir les pratiques frauduleuses, les ventes sans facture, les factures sans vente, les vrais faux passeports, etc., etc. Donc on va tout pervertir. Alors, pour ramener ceci à l'évolution du droit, effectivement, depuis 1956, il y avait un premier texte qui régissait le droit marchand. Donc il y avait des marchands qui résolvaient leurs difficultés par un échevin, c'est-à-dire un des leurs qui était nommé, pour arbitrer leurs différends, le droit marchand. Avec l'émergence des sociétés, en 1961, nous allons avoir le premier droit commercial. Et ce droit commercial va limiter le champ d'investigation, le champ de responsabilité, toujours aux dirigeants sociaux. Et enfin, il faudra attendre 1963 pour les prémices, pour une application à partir du Code 69 de ce qu'on appelle le droit des affaires. Et le droit des affaires, il va
étendre la responsabilité non plus aux dirigeants de la société, aux dirigeants de l'entreprise, aux marchands au départ, mais ils veulent l'étendre à tout l'environnement. Ça veut dire qu'il va impliquer les banques, il va impliquer les pouvoirs publics, mais tout ça c'est théorique, parce qu'en réalité il n'implique personne. C'est une supercherie, ce n'est que de la théorie. Ce droit d'entreprendre, Ernest Pardoe, vous dites qu'il a carrément été transformé en obligation d'échouer. Oui. Les entrepreneurs ont tous vocation à échouer quand ils entreprennent leurs affaires en France. Exact. Il y a quand même des réussites, non? Il faut toujours une exception pour confirmer la règle, mais disons la règle générale, c'est qu'à partir du moment où vous atteignez un certain niveau de convoitise, où vous suscitez un certain niveau de nuisance, pour des situations établies, ben là vous n'y coupez pas, vous passez à la trappe. Et vous évoquez d'ailleurs 5 causes de défaillance d'entreprise. Comment une entreprise arrive à la défaillance? Alors, une étude a été faite qui a recensé 43 causes de défaillance d'entreprise, qui ont été regroupées non pas en 5 causes, mais en 5 familles de causes. La première famille, c'est la réduction d'activité. La seconde famille, c'est la réduction des marges et de la rentabilité. La troisième, c'est des problèmes spécifiques de trésorerie. La quatrième, c'est les problèmes de management. Et la cinquième, ce sont les causes accidentelles. Mais moi, je considère que toutes ces causes-là, toutes ces familles de causes, ne sont pas des causes, ce sont des effets. Des effets de quoi? Alors justement, il faut se poser la question, qu'est-ce qui provoque la réduction de l'activité? Si nous regardons aujourd'hui ce que nous vivons, si nous regardons les effets de la grève, si nous regardons les effets des gilets jaunes, si nous regardons les effets du Covid, bien entendu, ça va influencer la réduction d'activité. Or, une entreprise qui voit son activité réduite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va réduire ses marges. Elle va réduire sa rentabilité, et ça va déboucher sur des problèmes de réduction de marge et de rentabilité, qui vont automatiquement déboucher sur des problèmes de trésorerie, qui vont eux-mêmes déboucher sur des problèmes de satisfaction ou d'insatisfaction de l'équipe qui constitue l'entreprise, avec des problèmes qui vont générer le mal-être dans l'entreprise et des problèmes de management. Et puis il ne restera plus au chef d'entreprise qu'à mettre le feu à sa boutique pour faire un coup d'assurance, pour s'en sortir. C'est de la cause accidentelle. Donc vous voyez, il y a les causes et puis il y a les effets. On ne peut pas confondre les effets avec les causes. Comment ce système que vous dénoncez neutralise les entreprises qu'il voit comme intruses ou qu'il voit comme un obstacle à lui-même? Nous sommes dominés par un système qui ne fait que pondre des normes, des règles, des autorisations, des agréments, des homologations, qui dresse des verrous d'accès à une profession, ou une activité, ou un marché. Tout ceci est étatique. Bon. Il est évident que lorsqu'on veut pénétrer un marché, on doit envoyer toute une série d'informations au pouvoir public. Et c'est au sein de ces pouvoirs publics qu'il existe donc une équipe qui va déceler les bonnes affaires pour soit vous entraver, soit la détourner au profit de quelqu'un d'autre, soit se l'approprier. Tout simplement. À quel moment et sur quelle faiblesse de l'entreprise ce système va s'en prendre? Alors, une entreprise, c'est un produit. C'est un produit qui, selon la courbe de vie d'un produit, définie par Vernon, il se crée, il se développe, il stagne, et puis il disparaît. C'est un produit, c'est rien d'autre. Une entreprise, c'est un produit. Alors, moi, j'ai transposé sur cette courbe 2 autres éléments. Au départ, une entreprise, elle a un problème dans sa phase d'évolution, qui est le projet et la création de l'entreprise. Il faut un projet, une création. Et derrière le projet et la création, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des hommes et des idées. Donc toute la technique va consister à neutraliser l'homme pour lui piquer son idée. Ça, ce sont donc les phases d'évolution et les problèmes dominants, homme et idée. Ensuite, si elle surmonte cette étape, elle va arriver au problème du lancement-démarrage. Lancement-démarrage, le problème dominant, ce sont l'accès aux moyens. Or, il suffit qu'on vous interdise l'accès aux moyens pour qu'on entrave votre lancement, votre démarrage. Si vous parvenez à surmonter cet obstacle, vous arrivez au 3e, qui est le développement. Or, pour le développement, il faut donc l'accès aux débouchés. Or, si on vous ferme l'accès aux débouchés commerciaux ou l'accès aux débouchés financiers, vous ne pouvez plus vous développer. La 4e, c'est la maturité. Donc la maturité, c'est une question d'équilibre, de cohérence, et surtout de redéployer son activité, parce que dès qu'on a la maturité, on peut décliner très vite. Donc il faut pouvoir se relancer. Bon. Si on l'a pas fait de manière efficace, on va en phase de décroissance,
Et dans la décroissance, on a un problème de redéploiement et de diversification. Et là, on revient aux moyens. Et enfin, on est dans la phase déclin. Et dans la phase déclin, il faut réussir à faire homologuer un plan de redressement. Mais comme on tombe sur la belle équipe dont je viens de vous parler au plan judiciaire, si l'objectif est de vous neutraliser parce que vous représentez un certain niveau de convoitise ou un certain niveau de nuisance, eh bien, vont vous éliminer, quelle que soit la qualité de votre entreprise. Oui, parce qu'il y a des entreprises qui sont maintenues, c'est ce qu'on appelle un peu les entreprises zombies, qui sont maintenues en vie complètement artificiellement, oui, mais qui, en fait, n'ont pas vocation à continuer. Alors, il faut distinguer, et mon propos, c'est de distinguer le bon grain de l'ivraie. Une entreprise qui fabrique encore des boutons et qui ne sait pas recycler dans la fermeture éclair ou dans le scratch, il est évident qu'elle va disparaître. Les entreprises des montres suisses, qui étaient des micromécaniciens, mécaniques, et qui ont rejeté le quartz, ils ont disparu aussi. C'est de la myopie marketing, c'est des erreurs d'appréciation. Bon, ça, c'est une cause pour moi naturelle de disparition. Mais mon propos, ce sont les entreprises auxquelles on va mettre des pots de banane. On va les pousser à la faute par des attracteurs leurs, pour justement les piéger. Alors, en parallèle de cette stratégie informelle, vous mentionnez cette notion de communication informelle. Ça veut dire quoi ? Alors, la communication informelle, comme son nom l'indique, c'est une communication efficace, opérationnelle, opératoire, qui va produire un effet sur un auditoire pour déclencher une décision ou pour bloquer une décision, de manière à entraver l'entreprise non grata dont on veut se débarrasser. Alors cette communication informelle, elle a une origine, elle a un contenu, elle a un support, elle a une finalité, elle a une motivation, elle a une efficacité opératoire, une force d'opinion, un moment et un lieu. Et tout ceci va se pratiquer de manière tout à fait informelle. Je prends un exemple. Vous demandez un financement pour votre entreprise, dont on a décidé qu'on allait éliminer. Vous présentez un dossier devant une commission qui est constituée d'un tas de technocrates, et parmi lesquels, un d'entre eux, il a une force d'opinion déterminante. Lorsqu'on va mettre au vote, toute l'Assemblée va dire ce projet est parfait, on va voter la subvention ou l'aide qu'il nous demande, ou le prêt qu'il nous demande. Et puis vous avez cette force d'opinion, ce déterminant, qui lui va rien dire. Il va simplement faire une grimace. Il n'a rien dit. C'est de la communication gestuelle. Et à partir du moment qu'il fait cette grimace, l'Assemblée autour de lui, qui sont des gens de bonne compagnie, qui se connaissent tous entre eux, ils vont dire, attendez, s'il fait une grimace, c'est qu'il y a un problème. Donc on revient sur notre décision. Et quand on va demander ensuite pour le poursuivre des procès-verbaux, qu'est-ce qu'il va dire ? Moi, j'ai rien dit. Voilà une forme de communication informelle. Ernest Pardo, quel conseil vous donneriez à ces chefs d'entreprise qui vont, là, dans les prochaines semaines, prochains mois, être conduits vers les tribunaux ? Est-ce qu'il faut les engager à déclarer leurs défauts ? Les chemins de l'ignorance sont parsemés d'embûches. Donc si on se présente devant un tribunal sans connaître la règle du jeu, sans se prémunir de ce à quoi on va s'attendre, on est une victime désignée. Et c'est la raison pour laquelle, à la suite de la supercherie judiciaire, moi j'ai créé des contre-prépas. Vous voyez, parce que tout ce que je vous ai décrit là, ça s'enseigne dans les grandes écoles et ça se pervertit aussi. Donc toutes ces personnes qui n'ont pas eu la chance ou la capacité de pouvoir suivre ces préparations pour se prémunir de ces pièges, j'ai estimé qu'il faut leur donner une contre-préparation pour les éclairer. Et donc j'ai créé trois formations. L'une qui s'appelle la stratégie informelle, dont on vient d'évoquer, une qui s'appelle la supercherie judiciaire, parce qu'une fois qu'on a été anéanti au plan économique et financier, on retombe sur l'anéantissement judiciaire. Et enfin, pour ceux qui malheureusement n'ont pas surmonté ces deux épreuves, il faut leur apprendre la résilience et dans SOS Entreprise, savoir comment on va pouvoir les aider à surmonter leurs déboires. Voilà. Pour terminer rapidement, Ernest Pardo, cette jungle du monde des affaires, comme vous l'appelez, comment vous la voyez évoluer ? Tant qu'on n'aura pas des réformes, tant qu'on n'aura pas instauré à côté de la pyramide de Maslow, la pyramide de Maslow, il y a 5 degrés, et on commence par satisfaire les besoins physiologiques, de base. Ça veut dire, en fait, c'est fondé sur les 7 péchés capitaux. D'accord ? Et si à côté de cette pyramide de Maslow,
On ne met pas une pyramide de Pardo, excusez-moi, mais c'est comme ça. Ça veut dire qu'elle est constituée de 5 degrés aussi, mais ce ne sont pas les mêmes. On n'est pas là pour satisfaire des besoins physiologiques. On est là pour satisfaire des besoins qui vont au-delà. Tout à fait à la base, je place la vertu. Au-dessus, je place les valeurs. Au-dessus, je place la vérité. Au-dessus, je place la justice. Et au sommet, je place l'équité. Ça veut dire qu'entre l'équité et la vertu, tous ces éléments, lorsqu'on exerce une fonction, une magistrature, un rôle dans la société qui consiste à déterminer le sort des autres, doivent animer les personnes qui sont en charge de cette fonction. Parce qu'il faut savoir qu'un redressement judiciaire, une liquidation judiciaire, affecte 3 générations. Il faut bien le savoir, ça. Vous avez d'abord la génération du chef d'entreprise qui est anéanti. Mais avant de se mettre en difficulté, avant d'être anéanti, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à ses parents, à ses voisins, à ses amis, à son épouse, à sa belle famille, de l'aider. Et donc c'est l'autre génération qui le précédait, qui va venir avec son épargne, son patrimoine, son avoir, se porter caution pour lui permettre de sortir de l'ornière. Et elle sera englobée dans une procédure d'extension, elle sera entraînée dans sa déconfiture. Et une fois qu'on a détruit ces 2 éléments, eh bien, ce sont les enfants de l'exploitant qui ne pourront plus faire des études, qu'on ne pourra plus soigner, il faudra mettre au travail à 12 ans, 13 ans, 14 ans, etc. Donc vous voyez que cette destruction, cette stratégie informelle, cette supercherie judiciaire aboutit à la destruction de 3 générations. La supercherie judiciaire, excusez-moi, c'est donc l'ouvrage d'Ernest Pardo. Vous pouvez vous le procurer sur le site de TV Liberté. Merci Ernest Pardo d'être venu sur notre plateau. Je vous remercie. Je voudrais simplement donner un coup de main à une société qui vient de se créer, qui s'appelle 23 Baker Street, et qui est un des diffuseurs le plus dynamique que j'ai trouvé, et qui diffuse ce livre également. Donc bien sûr, on peut le commander sur le site de TV Liberté. Je vous remercie de votre soutien. Mais on peut également le commander sur 23 Baker Street ou sur... Voilà. Merci monsieur. Merci beaucoup de m'avoir accueilli.